Hello and welcome back to me. Aujourd'hui, je vais vous lire Les non-dits des émotions par Claude Olivenstein. Avertissement. Dire l'indicible, c'est à quoi s'attache l'art notamment, fidèle en cela au paradoxe fondateur du langage qui est de trouver le mot pour la chose. Mais dire les non-dits, c'est trouver le mot pour le mot, le discours audible par celui qu'on doit taire, ce soliloque intime dont nous faisons chacun quotidiennement l'expérience et grâce auquel souvent l'on passe les compromis avec l'existence qui permettent de vivre. Le présent essai entend dresser la carte de cette terra incognita. Désolé, il y a des travaux et des voitures dans la rue. Qui étend son domaine de souveraineté entre le refoulé et le déclaré, entre les mots qu'on se dissimule à soi-même et les mots qui nous dissimulent aux autres. Une semblable entreprise n'est pas aisée, menacée du double péril de la banalité, formaliser l'évidence intime et de l'approximation, simplifier l'expérience intérieure. Elle méritait cependant d'être conduite, tant sont essentielles les fonctions du non-dit et significatives ces métamorphoses actuelles. Le lecteur que les énoncés généraux rebutent lira d'abord les éléments d'une phénoménologie du non-dit à travers les sentiments, les pratiques et les techniques qui nous ont semblé les plus représentatifs et ne se reportera qu'ensuite à l'introduction. De cette manière, il aura abordé ce livre comme Jules Renard souhaitait qu'on fasse des siens, en le relisant avant de le lire. Introduction. À Fortaleza, au Brésil, celui qui, le soir venu, apparaissait comme le maître des saints, redevenait au matin un honorable étudiant en philosophie. Esprit indien, travesti, maître de la cérémonie Umbanda, sous ses différentes hypostases, il était tour à tour possédant et possédé, comme l'étaient eux-mêmes, malgré le scepticisme qu'ils affichaient, mes compagnons, psychiatres de renom, formés à l'université française. Dans le demi-secret de cette cérémonie s'exprimait le non-dit qui traverse la société brésilienne. La peur au désir mêlé d'être à nouveau esclave. L'ambition de vivre cette peur et ce désir, et de les exorciser en même temps, au moyen d'un rite. Il me revint alors qu'en Normandie, des amis m'avaient parlé sous le sceau du secret du grand et du petit Albert, exorcisme à l'intention des possédés. La possession, au sens démoniaque, n'est pas si éloignée que cela du sexuel. Elle est le plaisir, mais le plaisir forcé, le plaisir malgré soi, dont on ne veut rien entendre, qui est interdit et censuré et auquel on ne consent à s'abandonner que parce qu'il vous est imposé de l'intérieur par une force maléfique et supérieure. La possession est l'occasion d'accomplir ce que l'ordre du monde prohibe, la fusion des sexes notamment pour protéger ses fondations. La possession ne donne pas à voir ce qui est redouté dans l'inconscient du sujet freudien ou du collectif jungien. Le non-dit qui y circule est au contraire ce qui émerge et est consciemment censuré comme non convenable, inacceptable ou seulement accepté dans le cadre limité, en temps et en espace d'une ritualisation où tout est provisoirement permis, à l'image du carnaval brésilien. Le non-dit est ce qui vient à l'imaginaire du sujet de manière telle qu'il sait que l'imaginaire de l'autre sait, mais que la loi de l'autre ne peut accepter ouvertement de savoir. Eh ben, la délimitation du domaine de ce non-dit n'est ni aisée ni définitive. Ces frontières avec le refoulé inconscient d'une part ne sont pas étanches. De l'un à l'autre existent des passages fluctuants et chaotiques. La séparation d'avec ce qui est dissible
D'autre part, varient selon l'évolution des tolérances sociales. Ainsi, les sociétés occidentales aujourd'hui, prises entre le souci d'assurer la reproduction sexuelle et celui contradictoire de développer la production marchande, donc d'autoriser une consommation sans fin, de légitimer la consommation tous azimuts comme valeur, y compris la consommation du plaisir, laisse-t-elle une marge de liberté plus grande à l'homosexualité? L'analyse du non-dit n'est guère plus facile, car ce qui compte dans le non-dit, c'est moins sa causalité que son intensité, son climat, son atmosphère, sa mélodie, l'épaisseur du vécu, toute chose rebelle à une mise à place scientifique, réductionniste, par construction. Une telle approche pourrait en effet expliquer le phénomène, mais elle ne saurait rendre compte de son efficacité. Certes, quelque chose de ce non-dit s'exprime par le rite et par le style. La religion et l'art permettent de reconnaître, de l'admettre, dans une certaine mesure, de la transfigurer en parole ou en acte, d'arbitrer ainsi entre le fait et la censure, de réaliser le déraisonnable autrement que par la folie. Le style et le rite sont des soupapes de sûreté, quand l'interdit est trop pesant et le reflet des mutations qui ont réuni sur leur nom un consensus. L'horrible chez Bosch, le bestiaire terrifique des églises romanes de Saintonge, les sculptures androgynes des temples du sud indien, les photos de nus actuels sont autant de témoignages de cette fonction de l'art, de cette vocation à dire le non-dit pour en alléger la charge ou en exprimer la légitimité. Quand il a cessé d'être interdit et s'est aseptisé, mais le rituel et le stylisé ne suffisent pas. Il tue quelque chose de l'émotion sauvage. Il médiatise l'indiscipline, banalise la violence, troque l'intensif de l'indicible contre l'intensif moindre du visible. Il suffise d'autant moins aujourd'hui que la civilisation étend chaque jour davantage son emprise, aggravant par là même la violence sauvage, là où elle peut survivre. L'inspection minutieuse du champ social par les sciences humaines, de l'intimité par la psychanalyse, de l'ordre naturel par les sciences exactes, engendre par contre-coup des effets pervers dans l'augmentation des maladies mentales ou les explosions de violences collectives sont des signes parmi d'autres. Eh bien, programmé génétiquement, fécondé in vivo, analysé scientifiquement, décortiqué sociologiquement, l'homme retrouve dans la restructuration non censurée de son désir un droit à la différence qu'il perd petit à petit partout ailleurs. Les rapports les rapports d'intensivité qui échappent aux lectures de la causalité deviennent le territoire propre à chacun. Il faudrait presque en revenir à une certaine lecture de Darwin lorsqu'il parle des possibilités et même de la probabilité des variations d'instincts héréditaires dans les espèces animales non apprivoisées et voir en l'homme une espèce en voie de totale domestication qui retrouve aujourd'hui ces variations comme indispensables à sa survie. Dans cette relecture suggérée, c'est en quelque sorte la notion d'obligation qu'il faut retenir, comme il était obligatoire pour les esclaves indiens du Brésil de continuer à adorer les éléments naturels pour ne pas devenir fous, pour les esclaves noirs de désigner le roi du Congo, pour ne pas voir leur être succomber, pour le maître blanc de laisser faire sous peine de rendre inutilisable le système établi, mais surtout comme il devient essentiel pour le métis, bâtard, bien que catholique officiel, de participer à ces cérémonies sous peine de non-existence ou encore une fois de dissociation psychique. Le non-dit de la peur atroce de redevenir esclave, le non-dit de la peur atroce de redevenir esclave, le disputant au désir secret de l'être à nouveau. Et cette situation ne pouvant être que surcompensée par une rigidification paranoïaque concernant à calfeutrer la peur d'être mis à nu par l'autre. Le maître aujourd'hui sans pouvoir, mais qui, par ce simple regard, peut posséder à nouveau. Ritualiser ces situations et surtout les remplacer les unes par les autres au cours des mêmes cérémonies
et après avoir été tour à tour possédé et possédant, se redécouvrir normalement et libre à la fin. Comme après un bon cauchemar ou un mauvais rêve, est une catharsis qui dépasse de loin les thérapeutiques sédatives actuelles ou les anesthésiants sociaux. C'est très intéressant tout ça. Réduire le non-dit à des processus d'adaptation plus ou moins refoulés et venant au secours de situations de détresse de l'espèce humaine serait cependant un grave contresens. Les non-dits de l'humain lui est spécifique en tant qu'il est créatif, qu'il donne naissance à un duo de l'homme avec lui-même, qui s'inscrit dans la mémoire du sujet et va dès lors constituer un acquis intangible dont il faudra en tout temps tenir compte. Répétons-le autant que le contenu plus ou moins mythifié de cet imaginaire créé, ce qui compte, c'est son intensité, sa charge émotionnelle et affective, son enveloppe érotique, sa sauvagerie. Le non-dit est une marge de liberté propre à chaque individu, l'effet d'une volonté au contraire du refoulé. C'est avec volontarisme et liberté que le sujet hallucine le réel, qu'il tranche, sépare, retient. Il y a à la fois obligation et non-obligation dans l'expression ou la censure du non-dit. Il n'y a pas un statut du non-dit qui n'est structurel que sous forme d'équilibre extrêmement instable et sans cesse renouvelé. La ritualisation était, jusqu'au temps moderne, le moyen privilégié de passer des compromis entre l'acceptable et le déraisonnable. La possession rituelle mimait la possession réelle et la soumettait à la volonté du sujet, comme dans le cas des derviches tourneurs. Si quelqu'un sait c'est quoi, mettez-le dans les commentaires. Les derviches tourneurs. Cette ritualisation s'accordait parfaitement au rythme propre des phénomènes sociaux. Or, la révolution cinétique des 40 dernières années, transport aérien, vols spatiaux, transmission des informations, a démodé ces rites devenus archaïques et même ridicules au regard des trans modernes, notamment de la grand-messe télévisée. Au moment précis où la modernité en réduit l'espace offert à l'intensité sauvage, on accroissait la violence et la nécessité, elle vieillissait les rites par lesquels cette intensité du non-dit trouvait à s'exprimer. D'où la nécessité parfois de s'autoriser par d'autres moyens extra-rituels l'expression du non-dit. C'est le cas des substances toxiques. Celles-ci, avec leur pouvoir anesthésiant vis-à-vis de la culpabilité et leur intense rapidité d'action, offrent des possibilités inégalées d'accès au non-dit, et ce, d'autant plus qu'il n'a plus à se manifester par des comportements mis au bain de la société, ni même par un véritable langage. L'hallucination sensitive, à la fois vécue et ressentie, mais essentiellement de l'intérieur, laisse toute liberté de développement au sujet sans qu'il ait besoin de communiquer ou de communier. La périodicité nécessaire à tout bon fonctionnement cathartique du non-dit est réalisée par la fin des effets biologiques du non-dit. De même, la modernité est intégrée à une rapidité extraordinaire dans le contenu imaginaire toxique, comme le démontre par exemple la littérature fantastique, ainsi qu'une approche plus complexe et plus libérée dans l'autosexualité. C'est ce qu'on appelle la planète, terme qui dépasse largement la rêverie hédonique pour exprimer un ailleurs dont un initié mesure mal l'extraordinaire levée d'interdit qu'elle représente, et l'atmosphère de chaleur et de relaxation morale qui l'accompagne. La notion de modernité est essentielle à l'analyse du non-dit, à laquelle elle donne toute son actualité. Nous nous trouvons en effet devant une situation nouvelle à la croisée d'une élaboration traditionnelle du non-dit, d'une réactivation des grandes peurs ancestrales devant les impossibilités de contrôler les évolutions nouvelles, peur atomique par exemple, et d'une réduction du secret individuel et sacré, collectif, par l'hégémonie scientifique. J'ai fait la moitié de l'introduction. Ouais.
14-15 pages. On en est à 15 minutes. Donc je pense que je vais passer à autre chose. J'ai un rendez-vous dans pas longtemps. Merci à mes patrons. Et puis, merci de vous joindre à moi pour cette nouvelle lecture plurielle devant le lycée Vaugelas à Chambéry. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et puis on se voit plus tard. Bye.